You happy now, bitch? You happy now, bitch? You happy now, bitch? Happy now, you bitch. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur un des paradoxes les plus fous et honnêtement les moins connus en Europe. Pensez une seconde. Un arsenal d'armes thermonucléaires parmi les plus puissantes sur la planète qui est stocké dans un pays qu'on connaît surtout pour ses gaufres, ses frites, puis une attitude, disons, assez relaxe face à la vie. Bienvenue en Belgique, là où un thriller nucléaire a parfois des allures de comédie. Pour commencer, écoutez bien cette citation de l'expert Jeffrey Lewis. Il ne rigole même pas, c'est sa réaction à une vraie faille de sécurité qui a tout mis au grand jour. Et cette phrase, elle met la table parfaitement pour ce qui s'en vient, un mélange vraiment étrange d'absurdité totale et de danger bien réel. Alors, comment est-ce que toute cette histoire a éclaté? Ça a commencé avec un événement tellement surréaliste qu'on dirait un scénario de film. OK, on est le 31 janvier 2010. On a 6 militants d'un groupe pacifiste, Frédé Sakti, qui décident de faire ce qu'ils appellent une inspection citoyenne sur une base aérienne en Belgique. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle base, loin de là. C'est la simplicité de leur plan qui est incroyable. Ils grimpent une première clôture. Bon. Ensuite, ils trouvent un trou, dans la deuxième clôture de sécurité. Et là, ils se promènent, relax, pendant plus d'1 heure. Ils ont eu le temps de filmer les bunkers ultra sécurisés où sont gardées des armes capables de rayer des villes de la carte avant qu'un seul et unique garde finisse par les trouver. La réponse officielle, elle, est un vrai chef-d'œuvre. En essayant de minimiser l'affaire, la porte-parole du ministère de la Défense a accidentellement confirmé la chose que le gouvernement refuse d'admettre publiquement, qu'il y a bel et bien une zone sensible nucléaire sur la base « Oups ». Bon, mais qu'est-ce qu'il y avait au juste derrière cette clôture avec un trou dedans? Passons de l'infiltration à ce qui est vraiment en jeu, un arsenal qui vaut des milliards. On parle ici des bombes B-61. Ce sont des armes thermonucléaires américaines conçues pour être larguées par des avions de chasse. Et juste pour mettre les choses en perspective, chaque bombe est beaucoup plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima. Il faut savoir que la Belgique n'est pas seule dans ces situations. Comme on le voit ici, les États-Unis entreposent environ 100 de ces bombes dans 5 pays de l'OTAN. La base de Klein-Brogel en aurait entre 10 et 20, ce qui fait de cette petite base belge un point absolument stratégique pour la dissuasion de l'OTAN. Sur papier, ces bombes sont protégées par le top du top de la technologie. Le système de coffre WS-3, c'est comme un mini Fort Knox souterrain pour chaque bombe. Il est conçu pour résister à une attaque directe, il est bourré de capteurs, bref, ça semble impénétrable, non? Alors voilà, la forteresse qui est supposée être inviolable, mais dans la vraie vie, nos militants ont juste eu à trouver un trou dans la clôture. C'est vraiment l'exemple parfait du décalage complètement absurde entre la théorie et ce qui se passe réellement sur le terrain. OK, allons voir plus en détail à quel point le plan de sécurité et la réalité étaient deux choses complètement différentes. L'absurdité ne s'arrête pas là. Le fameux garde qui a finalement intercepté les militants, il avait bien un fusil. Sauf que, il n'était pas chargé. Il n'avait même pas de munitions sur lui. Le pire, c'est que ça n'aurait dû surprendre personne. Seulement 2 ans avant l'infiltration, un rapport officiel de l'armée de l'air américaine avait déjà sonné l'alarme. Le rapport disait que la plupart des bases nucléaires en Europe ne respectaient pas les normes de sécurité de base, avec des clôtures en mauvais état et du personnel mal formé. Si on regarde juste la base de Klein-Brogel au moment des faits, c'est encore pire. Il manquait 32 gardes. 32! Et l'unité canine, elle n'avait même pas de maître-chien. Bref, les problèmes étaient connus, documentés, mais rien ne changeait. Et ne pensons pas que c'est une vieille histoire. En 2025, la base est de nouveau une cible. Au moins 4 vols de drones sophistiqués, probablement pour de l'espionnage. Ça montre que la vulnérabilité est toujours là. Elle a juste évolué avec la technologie. Bon, on a assez parlé des clôtures et des gardes. Parlons maintenant de la politique derrière tout ça, parce que c'est tout un spectacle. La politique officielle de la Belgique, c'est de ne pas en avoir. Ça fait des décennies que le gouvernement refuse de confirmer ou de nier la présence de ces armes. C'est le secret le moins bien gardé au monde, tout le monde le sait, mais personne au gouvernement ne le dit. Et c'est là que le paradoxe politique devient vraiment fascinant. En 2005, le Parlement au complet vote à l'unanimité pour le retrait des armes. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Ensuite, Wikileaks révèle qu'en privé, le ministre de la Défense disait aux Américains de ne pas s'inquiéter que ça n'arriverait jamais. Puis, en 2020, un nouveau vote pour le retrait échoue de justesse. C'est un vrai casse-tête. Pendant que les politiciens jouent à ce jeu, la population, elle, a une opinion très claire. Une large majorité veut que les armes s'envahissent. Et encore plus de gens veulent que la Belgique signe le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Il y a un fossé énorme entre la volonté populaire et les décisions politiques.
On pourrait penser que cette histoire tire à sa fin. Mais non, le paradoxe n'est pas en train de se régler, il est juste en train d'être modernisé. Les vieilles bombes B-61 sont en train d'être remplacées par un tout nouveau modèle, la B-61-12. Et c'est une grosse mise à niveau. Elle est guidée avec précision et sa puissance explosive peut être ajustée. C'est ça qui inquiète plusieurs experts, qui disent que ça en fait une arme nucléaire plus utilisable, ce qui pourrait la rendre plus tentante à déployer. Et la manière dont cette transition se fait est fascinante. La Belgique retire ses vieux F-16 qui partaient les bombes, et elle en envoie 30 en Ukraine pour aider à l'effort de guerre. En même temps, elle reçoit des F-35 flambant neufs, encore plus performants, pour continuer exactement la même mission nucléaire pour l'OTAN. Cette histoire locale est donc directement liée au plus grand conflit qui se déroule en Europe. Au bout du compte, on se retrouve avec cette question. Quand on voit des militants se promener près de bombes thermonucléaires, des politiciens qui nient l'évidence et une sécurité qui repose sur un fusil non chargé, le vrai danger vient-il de la technologie apocalyptique elle-même ou de la nature très humaine et souvent défaillante de ceux qui la contrôlent? C'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci d'avoir été à l'écoute. Imaginez un peu le scénario d'une comédie noire. Dans un petit pays, célèbre pour ses frites, son surréalisme, on entrepose en secret entre 10 et 20 bombes thermonucléaires américaines. Pas n'importe où, là. Non, dans une base aérienne, et la sécurité est tellement déficiente que des pacifistes à vélo, ils s'infiltrent, se promènent pendant 1 heure dans la zone la plus sensible. C'est fou. Et ils croisent personne, sauf un seul soldat avec un fusil qui n'est même pas chargé. Ah! Pendant ce temps, le Parlement débat du retrait d'armes dont il ne reconnaît même pas officiellement l'existence. C'est pas un film, c'est la réalité à Kleinbruegel, en Belgique. Exact. Aujourd'hui, on se plonge dans un dossier de recherche fascinant sur ce secret de Polichinelle. Et notre but, c'est de décortiquer ça. Comment une situation pareille, si absurde, peut exister au cœur de l'Europe. On va regarder la technologie, les failles de sécurité, la politique et la culture qui rend tout ça si belge. C'est vraiment un cas d'école. Ça touche à tout, la géopolitique, la culture, la sécurité. On pense que le nucléaire, c'est rigide, sérieux. Contrôlé au quart de tour? Exactement. Mais les sources ici, elles nous montrent une toute autre réalité. Bon, alors commençons par le matériel. C'est quoi exactement ces armes qui dorment sur le sol belge? Alors, on parle de bombes thermonucléaires américaines, le modèle B-61. Les sources estiment qu'il y en aurait entre 10 et 20 sur le site. OK. Et elles sont pas juste dans un hangar. Elles sont dans 11 coffres-forts souterrains. On appelle ça des WS3 pour Weapon Storage and Security System. Faut s'imaginer quoi, des bunkers? Imaginez-vous des silos en béton, en acier, super renforcés, creusés directement sous les abris des avions de chasse. Chaque coffre a un ascenseur pour monter la bombe, puis toute une série de capteurs high-tech. C'est une forteresse sous le tarmac. OK. L'infrastructure a l'air sérieuse quand même. Mais ces bombes, est-ce que c'est des reliques de la guerre froide ou elles sont encore pertinentes aujourd'hui? C'est là que ça devient préoccupant. Elles sont plus pertinentes que jamais. Ah ouais? Oui, à cause d'un programme de modernisation, le B-61-12, et c'est terminé en 2024. En gros, on a pris ces vieilles bombes et on en a fait des armes de pointe. On leur a ajouté un kit de queue fait par Boeing qui les rend super précises. Des munitions guidées, genre? Exactement. Elles peuvent frapper une cible avec une exactitude redoutable. Et le plus important, c'est que leur puissance est variable. Variable? C'est-à-dire? On peut la régler de 0,3 kilotonnes, ce qui est déjà énorme, jusqu'à 50 kilotonnes. Pour donner une idée, Hiroshima, c'était autour de 15. Wow! La puissance variable, ça change tout. J'imagine les implications psychologiques. C'est exactement ça. C'est ce qui inquiète les experts cités dans les documents. Une bombe immense, c'est dissuasif, mais difficile à utiliser. Mais une bombe précise, de plus faible puissance, qui peut détruire une cible militaire sans raser une ville, elle devient psychologiquement plus utilisable. Le tabou s'affaiblit? C'est ça. D'ailleurs, les sources disent que les premières bombes modernisées ont été déployées en Europe dès décembre 2022. En plein dans le contexte de la guerre en Ukraine. Précisément. D'accord. C'est assez glaçant. La question qui suit, c'est qui a le doigt sur le bouton? Est-ce que la Belgique peut décider de s'en servir? Non, mais c'est le cœur du dispositif de l'OTAN. C'est le système de la double clé. La double clé? Oui.
Les bombes, les codes, tout ça reste sous contrôle exclusif des États-Unis. Sur la base, c'est une unité de l'US Air Force qui s'en occupe. En cas de conflit, la première clé, c'est le président des États-Unis qui doit donner son autorisation. Et la deuxième? La deuxième clé, c'est le gouvernement belge. Il doit consentir à ce que ses propres pilotes, sur ses propres avions, bientôt des F-35, aillent larguer la bombe. Donc, ça prend 2 oui en même temps au milieu d'une crise mondiale. C'est Absolument. une tension extrême. Ce qui m'amène à la sécurité. Avec des armes aussi modernes, on s'attendrait à une forteresse impénétrable. Mais les documents y racontent une histoire, disons, un peu différente. C'est un euphémisme. L'incident le plus connu, c'est celui du 31 janvier 2010. Tu as 6 militants du groupe pacifiste Vredacti qui décident de tester la sécurité. C'est pas des commandos, là. C'est des activistes. Exact. Certains à vélo. Ils escaladent la clôture extérieure, ils longent la piste, puis ils trouvent un trou dans la double clôture intérieure. Et là, ils entrent dans le sein des saints. Attends une minute, ils se sont promenés là pendant combien de temps? Plus d'1 heure. 1 heure. C'est pas une incursion de 5 minutes. Pas pantoute. Ils ont eu le temps de marcher le long des abris à avions, ceux qui abritent les bombes nucléaires, et de tout filmer. C'est à peine croyable. Et la réaction sur la base pendant ce temps-là, le branle-bas de combat? Zéro. Rien. Finalement, un seul garde finit par les intercepter. Un seul. Un seul. Et c'est là que la scène devient surréaliste. Le soldat arrive avec son fusil, mais il n'est pas chargé. Il n'a même pas de munitions sur lui. Ça s'invente pas. Non. Et le meilleur, c'est la déclaration de la porte-parole de la défense belge quelques jours après, qui dit très sérieusement « Je peux vous assurer que ces personnes ne se sont jamais, au grand jamais, approchées d'une zone sensible. » En voulant nier, elle a confirmé son existence. Exactement. C'est une gaffe monumentale. Mais au-delà de l'anecdote, est-ce que le soldat avait pas de munitions par négligence ou c'est une consigne pour éviter un drame avec des manifestants non violents? C'est une excellente question et ça va au cœur du problème. Les documents ne le précisent pas, mais les 2 scénarios sont inquiétants. Clairement. Soit c'est de la négligence, puis c'est grave, soit c'est une politique. Ce qui veut dire que la dernière ligne de défense d'un arsenal nucléaire est symbolique. Il y a un expert américain cité dans le dossier qui a un commentaire assez savoureux là-dessus. Oui, il a dit que la scène aurait été parfaite si le garde avait eu du sucre en poudre sur le visage et un morceau de gaufre sur son uniforme. L'image est terrible. Ça en dit long. Après un incident aussi embarrassant, on pourrait croire qu'ils ont tout barricadé, non? On pourrait le penser, mais les sources montrent que c'est un problème récurrent, là. C'était pas un cas isolé. Un audit de l'US Air Force de 2008, donc 2 ans avant l'incident, avait déjà conclu que, je cite, « La plupart des sites en Europe ne satisfaisaient pas aux exigences de sécurité. » Déjà à l'époque. Oui. Clôture en mauvais état, éclairage défaillant. Et ça continue. Plus récemment, en 2025, la base a été survolée par des drones espions sophistiqués. Ah oui? Ça a tellement fait paniquer le gouvernement qu'il a dû débloquer 50 millions d'euros d'urgence pour un plan anti-drone. La sécurité semble toujours gérer un coup en retard. C'est là que ça devient difficile à suivre. On a des armes de pointe, des failles de sécurité. Comment les policiers justifient ça? C'est là qu'on entre dans le théâtre de l'absurde. Le Parlement belge débat très sérieusement du retrait d'armes que le gouvernement, officiellement, n'admet même pas avoir. C'est un dialogue de sourds. Totalement. Le sommet, ça a été en 2005. Une résolution pour le retrait des armes a été votée à l'unanimité. À l'unanimité. Donc, tout le monde était d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Rien. La résolution était non contraignante. C'était un geste politique pour calmer l'opinion sans aucune intention de fâcher le temps. De la politique spectacle. C'est ça. Plus récemment, en janvier 2020, un vote similaire a eu lieu. Mais là, il a échoué de justesse. 74 voix contre 66. Et ce vote de 2020, ça montre quoi? Pourquoi ça a échoué cette fois-là? Ça a exposé une vraie fracture. D'un côté, les partis écolos et socialistes qui poussaient pour le retrait. De l'autre, les partis de droite et certains libéraux qui insistaient sur les obligations envers l'OTAN. La Belgique tiraillée, en fait. Exactement.
tiraillée entre son image de championne du multilatéralisme et son rôle de pilier de l'Alliance atlantique. Mais toute cette comédie parlementaire repose sur le fait de ne pas nommer la chose. Comment ils maintiennent cette fiction-là? Ben c'est ça qui est savoureux. La fiction a été vantée depuis des années. Wikileaks a tout sorti. Ah, les câbles de Wikileaks. Oui, un câble révélait que l'ambassadeur américain en parlait ouvertement dans ses communications. Un autre, encore plus capoté, montrait que le cabinet du ministre de la Défense belge avait secrètement rassuré les Américains. En leur disant quoi? En leur disant, en gros, « N'inquiétez-vous pas, peu importe les débats au Parlement, le gouvernement va bloquer toute tentative de retrait. » En coulisses, tout le monde sait, mais publiquement, on garde l'ambiguïté. C'est la règle du jeu. Et l'opinion publique dans tout ça? J'imagine que les citoyens belges ont un avis? Et le fossé est énorme. L'opinion publique est en décalage complet avec le gouvernement. Les sondages cités dans le dossier sont clairs. 77 % des Belges veulent que le pays signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. 77 %, c'est une majorité écrasante. Et 61 % veulent le retrait pur et simple des armes de Klein-Brogel. Le gouvernement gouverne en opposition directe avec la volonté de sa population. OK. Donc, si on résume, la technologie, les failles, le théâtre politique. Pris séparément, c'est étrange. Mais mis ensemble, ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucune logique. Les sources suggèrent qu'il faut regarder ça avec des lunettes culturelles, belges. C'est exactement la clé. C'est ça qui relie tous les points. La situation est un exemple parfait de ce qu'on appelle la zwanze. La zwanze? Oui, c'est un concept bruxellois. C'est un mélange d'humour pince sans rire, d'autodérision, une blague monumentale racontée très sérieusement. L'art de la mystification? C'est ça. Un autre terme utilisé, un belgicisme, c'est en stoemeling. En stoemeling. Ça veut dire en douce, en catimini, avec un côté un peu roublard. L'infiltration des pacifistes, elle s'est faite en stoemeling. C'est pas juste une intrusion, c'est une intrusion avec un clin d'œil. C'est culturel. Donc, ils l'ont fait d'une manière qui résonne avec une partie de l'identité belge. Le dossier pousse l'analogie encore plus loin avec... Une bière. Oui, et l'analogie est brillante, la Carapils. La Carapils. C'est la bière la moins chère de Belgique, notée 0 sur 100 par les critiques, considérée comme l'une des pires au monde. OK, ça part mal. Pourtant, en Belgique, elle a un statut culte. Le plus drôle, c'est que dans des dégustations à l'aveugle, même des experts sont incapables de la distinguer de bières bien plus chères. Ah ouais? Elle est devenue un symbole de ce que les sources appellent l'art de l'échec nonchalant. L'art de l'échec nonchalant, j'adore. La Carapils stratégique. C'est exactement ça. Sur papier, ça a l'air terrible, ça devrait pas marcher. Mais au final, personne n'a encore fait sauter la planète, donc mission accomplie. C'est un peu ça, oui. La gestion de la sécurité à Klein-Brogel, c'est une sorte de Carapils stratégique. Ça n'a pas l'air sérieux, ça défie la logique militaire, mais ça tient. C'est un chaos qui fonctionne. Ou du moins qui n'a pas encore échoué de manière catastrophique. Ce qui ressort de tout ça, c'est ce contraste surréaliste. Des armes apocalyptiques, gardées avec un sérieux discutable, dans un pays où le Parlement fait semblant de rien savoir et où tout ça peut se résumer par une bière cheap. C'est un mélange entre le film Dr. Strangelove et... C'est arrivé près de chez vous. Exactement. Et c'est pas juste une anecdote locale. Si on prend du recul avec l'arrivée des F-35 nucléaires, la fin des traités de désarmement, les discussions sur un parapluie nucléaire européen... Ça prend une autre dimension. Ce chaos à la belge devient un symptôme des contradictions profondes de la défense européenne. Klein-Brogel, c'est un microcosme. Alors, si on suit la logique des sources, le réel a déjà écrit le scénario d'une comédie nucléaire, ce qui nous laisse avec une pensée finale assez provocante. Oui, ça soulève une question presque philosophique. Normalement, dans les analyses sur le nucléaire, l'absurdité, l'erreur, le manque de sérieux, c'est le chemin vers la catastrophe. Le postulat de Dr. Strangelove, hein? C'est ça. Mais dans le cas belge, on est forcé de se demander si ce surréalisme, ce manque de sérieux quasi institutionnel... Cette culture de la zwanze? Si tout ça, ce serait pas, paradoxalement, une forme de garde-fou. Après tout, c'est peut-être plus difficile de déclencher l'apocalypse quand on n'est même pas certain d'avoir des munitions pour son fusil.